Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de santé, de bonheur, d'excellentes lectures évidemment, et de tout ce que vous voudrez en fait. Voilà. Pour cette vidéo, comme le titre l'indique, je vais vous parler du top 5 de 2024. Ce choix a été très difficile à faire parce que c'était une année avec de très bonnes lectures. J'ai néanmoins réussi à en choisir 5 et je vais vous les présenter tout de suite. Commençons par ce livre, I Capture the Castle de Dodie Smith, que j'ai lu en anglais et qui est un classique de la littérature anglaise du début du XXe siècle. C'est l'histoire d'une famille un peu étrange, un peu faux-folle et loufoque, mais tout à fait charmante, qui vit dans la campagne anglaise et qui est constituée du papa, qui est un écrivain qui a eu un énorme succès avec un seul livre qu'il a écrit et qui n'a depuis plus jamais rien écrit. Et fait toujours penser à sa famille qu'il écrit, mais personne ne sait ce qu'il fait du haut de sa tour. Oui, parce qu'ils habitent dans un château à moitié en ruine. Ensuite, il y a aussi sa deuxième épouse, la belle-mère des enfants, qui est une actrice mannequin qui pose pour des tableaux ou des photographies d'artistes, qui est très exubérante et faux-folle, mais très sympathique. En tout cas, le genre de femme que l'on ne s'attend pas à retrouver au début du XXe siècle. Ensuite, nous avons les 3 enfants, Rose l'aînée, Cassandra, la cadette, et je crois que le plus jeune s'appelle Thomas, mais je ne suis pas sûre. Il n'est pas non plus le personnage le plus important de ce livre, mais n'empêche, c'est dommage, je ne m'en souviens pas. Pourquoi ce livre est-il si bien? Le narrateur, du coup la narratrice, c'est Cassandra, et elle est jeune adolescente et elle écrit l'histoire de sa famille dans le but de s'entraîner à écrire pour devenir un jour écrivaine ou romancière, voilà. Comme son papa du coup. Et ce faisant, elle a des réflexions tellement pertinentes, tellement comiques. Elle est extrêmement charismatique dans sa façon d'écrire et de penser et de décrire son environnement et les personnes autour d'elle. Franchement, j'ai passé un moment absolument délicieux, ce qui n'est pas forcément le cas dans des... ce qui n'est pas forcément facile souvent dans des romans, dans des vieux classiques qui peuvent être longuets. Ici, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Ensuite, nous avons The Starling House de Alex E. Harrow, que j'ai également lu en anglais et qui est absolument magique. Pour quelle raison? Ce n'est pas l'histoire qui en soit magique. Si je suis honnête, le dénouement, le raison derrière tout ce qui se passe dans ce livre m'a légèrement déçue. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce livre par rapport à ses personnages, de 1, qui sont tellement bien faits, tellement imparfaits, et si réels, si naturels que franchement on les adore du premier coup. Et par rapport à la plume de l'autrice qui est absolument magnétique, magique. C'est vraiment comme si, je l'imagine, verser de la poussière d'étoiles sur les pages de son roman, tellement ces mots ont eu de l'impact à sa façon de formuler les choses avec des métaphores tellement justes, tellement pointues, que franchement je ne sais pas comment vous le décrire mieux, et je vous recommande tout simplement la lecture. Je ne sais pas comment est la traduction en français, j'espère qu'elle a réussi à garder toute cette poésie du texte original, mais si vous, en tout cas, si vous pouvez le lire en anglais, faites-le, ça vaut le détour. J'ai oublié de vous dire de quoi ça traitait. Il s'agit basiquement d'une histoire
un peu gothique avec une maison au milieu d'un patelin américain qui est toujours fermé. L'habitant ne sort jamais de cette maison et Opal, la protagoniste de cette histoire, rêve de cette maison toutes les nuits, comme si cette maison l'appelait. Et basiquement c'est ça. C'est pourquoi elle sent cette attirance vers cette maison et qu'est-ce qui se cache derrière et en même temps toutes les motivations qu'il y a derrière le personnage de Opal qui sont absolument merveilleuses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous arrivons sur le podium avec en troisième place Plein ciel de Siècle Vauban. Et cette belle pavasse qui est absolument magnifique de l'extérieur comme de l'intérieur est absolument envoûtante. Compliqué de raconter l'histoire, mais basiquement il y a un monde avec des types de pouvoirs différents qui, selon le pouvoir, classifient la population dans des castes différentes et qui est sous le joug ou le pouvoir ou la gouvernance de l'opéra. Car l'opéra décide un peu du bon ou du mauvais temps, on va dire. C'est-à-dire que tous les soirs il y a des spectacles. Si le spectacle était bien, si le chant était bon, il y aura du bon temps et il y aura de la fertilité dans les terres, etc., etc. À l'inverse, quand il y a du mauvais temps, des tempêtes et tout ça, ça veut dire qu'à l'opéra il s'est passé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Du coup, tout le monde obéit au doigt et à l'œil au directeur de l'opéra. Voilà, qui est un peu le sorte de président de ce monde-là. Nous avons Ivoire, qui a comme pouvoir de contrôler les rubans. Ce qui est intéressant dans ce monde, c'est que les artisans qui ont différents pouvoirs de contrôle de différents objets adoptent au bout de la maîtrise de ce pouvoir un nom qui a à voir avec leur métier. Ivoire est une exception parce que ici dans ce monde toutes les personnes ont une peau plutôt foncée et elle est blanche pratiquement. On la nomme souvent albinos parce qu'elle a les cheveux plutôt argentés, elle est blanche, bref, elle fait tache dans ce monde. C'est difficile de raconter plus sur ce livre parce qu'il est extrêmement complexe. Le monde inventé, imaginé par l'autrice pour ce livre est absolument gargantuesque. Il y a des détails, des finesses, des choses tellement jolies et tellement bien faites, mais en plus pour moi ce qui a marqué le plus c'est le fait que c'était extrêmement original. C'est pas du copier-coller de plusieurs œuvres qui se ressembleraient un peu à peu près, où on s'attend à peu près toujours au même arrière-plan, au même décor dans une fantaisie. Ici c'est quelque chose d'entièrement différent et c'était rafraîchissant, c'était merveilleux, c'était envoûtant. Je n'avais pas envie de lâcher ce livre et pourtant regardez-moi la taille de cette brique. En tout cas, si vous n'avez pas compris, je vous le recommande. Deuxième place, je n'ai malheureusement pas le livre avec moi, mais il s'agit du deuxième tome du Pacte des Marchombre, donc L'Envol. Si vous avez vu mes vidéos autour de l'été, vous savez déjà à quel point déjà la trilogie m'a marquée, mais plus que tout le deuxième tome. Parce qu'il décrit un personnage féminin comme on n'en trouve que rarement dans les livres. Et ce qui est plus bluffant encore, c'est qu'il est écrit par un homme. Et je sais pas, je suis amoureuse d'Elana, je suis fan de ses choix, de sa force, de son intégrité, de son individualité, de tout ce qu'elle représente. Pour moi, c'est mon modèle. Et rien que pour ça,
forcément... Alors c'est déjà un livre qui est très bien écrit, bien évidemment. Ce n'est pas une plume équivalente à de la haute fantasy, non. Il n'y a pas forcément une très grande originalité au niveau des décors, non. N'empêche que ce personnage, le rôle qu'elle a, tout ça, ça m'a tellement marqué, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a changé. Et rien que pour ça, ça mérite au moins la 2e place. Ça m'a tellement marqué pour vous dire que j'ai accordé une double page sur mon bullet journaling sur Elana avec des citations du livre et des mots qui reviennent à chaque fois, dont liberté, harmonie, respect, sérénité. Il y a ici des citations tellement belles, je ne vais pas toutes les lire, mais en voici quelques exemples. Le doute est une force, une vraie et belle force. Veille simplement qu'elle te pousse toujours en avant. Si c'est pas une belle leçon, ça j'en ai les frissons. Ensuite, je dénie aux autres le droit de me juger. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point cette citation vise juste. Elle est absolument parfaite. Terminons par un autre livre que je n'ai pas avec moi, malheureusement. Et il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, qui est une pépite, un pur joyau de littérature, un bonheur à la lecture. C'est... Oh, chaque fois que je le lisais, que je le refermais, j'avais envie de le serrer contre moi, tellement j'étais marquée par les mots qui se gravaient en moi comme sur de la pierre. C'était absolument magique. C'est une pépite par son originalité, par la poésie de la plume, par la force des sentiments que l'on ressent dans les pages de ce livre. J'étais bluffée, scotchée, envoûtée, complètement droguée, on va dire, du début à la fin, par cette histoire qui, franchement, j'y pense encore. J'y pense encore et je pense que j'y vais y penser encore très très longtemps parce qu'elle m'a vraiment marquée. Et je pense... Et j'espère sincèrement trouver d'autres lectures de ce genre pour cette année 2025. Avant de poursuivre sur ce que j'ai trouvé de ce livre, je vous parle vite fait de quoi ça traite. Sur un peu une tonalité de conte, nous avons l'histoire de 2 sœurs, des jumelles qui naissent de manière assez inhabituelle et qui l'une d'elles, Félicité, est aimée et adorée et acceptée par sa mère. L'autre, Agonie, est repoussée par sa mère. Félicité peut voir les fantômes et Agonie est une sorcière. À un moment donné de leur adolescence, il y a eu un événement qui a fait que les 2 sœurs ne se sont plus vues. Et 30 ans après, il y a le décès de leur mère qui fait qu'elles se retrouvent et qu'elles cherchent des réponses concernant la façon d'être de leur mère par rapport à elles, à toutes les deux. Et quand on dit ça comme ça, sans le mot sorcière ou chasseuse de fantômes, pour moi ça fait drame familial, non? Ça fait grande saga familiale ou avec des sentiments de perte, de douleur, d'amour, de trucs paradoxaux qui font vraiment un drame. Mais ici, sur fond magique, sur fond un peu mythique, qui est absolument si bien dosé, si bien mené, c'est une pépite. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai quelques petites questions pour vous. Avez-vous lu l'un de ces 5 livres, ou même plusieurs? Qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous d'accord avec moi pour le placer dans un top 5 de l'année? Et très important, avez-vous des recommandations à me donner basées sur ce top 5? Très important. J'ai hâte de vous lire.
dans les commentaires. Avant de vous quitter, je remercie ici mes deux abonnés du compte Patreon, Aurélie Dolimon et Moustapha Taleb. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous retrouve, j'espère très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!